Bon. Go. Bon alors on y va. Allez go. On va tout péter. Cyril? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on regarde là? Bah c'est un type en train de coder là, non? Ça te voit pas? Il est pas en train de coder, il est en train de danser. Bah si, tu vois, il y a du code en haut là, tu vois pas? Il y a des plus. Bah, et un crochet droit. C'est du code. Appréciez. Les erreurs de compile. Ah, c'est super lisible en plus. Attention, là il est en train de refermer sa boucle. Et tout ça pourquoi? Ouais. Yes, et là, attention, ça compile, ça exécute. Attention. Hi. Ça fait Hello World. Ouais. Bon Cyril, j'ai rien compris là. Bon alors c'était Bodyfuck. Donc c'est un Nick Hanselman qui s'est amusé à coder en dansant avec son corps, avec une Kinect, en brainfuck. D'accord, enfin moi j'avais plutôt retenu que l'informatique, enfin la science informatique c'est un minimum sérieux quand même. Ah bah tout à fait, c'est quelque chose de sérieux. Par contre, développer du logiciel, c'est pas tout à fait la même chose que computer science. Et donc, il s'ensuit, vous avez bien compris, que le software development n'est pas sérieux, n'est-ce pas? C'est logique. Non? Si? Ouais. Pas clair. Bon, alors à propos de super logique, vous avez tous un bingo, presque. Donc vous savez comment ça marche. Quand vous entendez des mots que vous reconnaissez, ou que vous les voyez sur l'écran, vous rayez. Et quand vous faites une ligne ou une colonne, vous criez bingo. Buzzword bingo. Et on a des délicieux cookies pour les deux premiers gagnants. Attendez un peu quand même. Hein. Boîte de 24 cookies, Milis Cookies. Et attention, il nous coûte une blinde. Hein. Non, ceux qui disent Buzzword bingo ont le droit de venir chercher une boîte de Milis Cookies. Et pour ceux qui connaissent les Milis Cookies, est-ce que c'est bon? Yes. Bon, on a dit tout ça, c'est bien beau, mais on a du boulot là, on a un projet à faire. Ok, j'y vais, c'est bon. On y va? On y va. Ouais. Je ferai choc. Ok. Ok, bon alors je commence par télécharger le JDK. Hein. Oh là, oh là, là. Après, alors bon, est-ce que je peux installer Hibernate? Je vais installer. Non, je commence par Spring. Je commence par Spring, d'accord, ça te va? Ouais. Spring. T'es sûr? Ouais, sûr. Bon, après Spring, bon, faut pas que j'oublie de configurer. Oh putain. Bon, après je peux installer Hibernate. Tu veux pas Hibernate? Tu veux Mais on sait encore rien du projet, putain. Ben c'est du Java. Oh. C'est pas du Java avec une base de données? Bah on n'en sait rien en fait, on n'en sait rien du tout. Ah. Mais tout le monde fait ça? Bah tout le monde fait toujours comme ça, c'est toujours pareil. Et donc c'est toujours pareil. Ça c'est intéressant comme remarque. Vous n'avez pas l'impression des fois que c'est toujours pareil vos projets? Ça commence toujours pareil, ça fait pareil? Qui trouve que c'est toujours pareil? Toujours un peu une routine, nanana. Mais ce qui est intéressant, c'est que si c'était vraiment toujours pareil, on serait encore à faire des cartes perforées sur des mainframes avec des fichiers séquentiels à la place de bases de données. Go Fortran. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Il y a du progrès, ça existe le progrès. Et comment ça se passe le progrès? D'où vient l'innovation? Tout ça. Ça, c'est une question qu'on se pose. Alors maintenant qu'on a posé cette question, on va se présenter. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril. Cyril Martraire. Je travaille depuis quelques années. Et puis, j'ai créé la communauté Software Craftsmanship de Paris. Donc, certains d'entre vous fréquentent peut-être. On a fait une super bof hier soir, ici même. Merci Devox. Et j'ai aussi créé la société Arola. Et on est fan de tous les trucs en DD. Et puis sinon, on part à la montagne en juin aussi, où il y a de la neige, parce qu'on monte très haut, parce qu'on aime bien les aventures. Voilà. Et toi? Alors moi, je suis Eric. Je travaille depuis quelques années +1. Et j'adore aussi les acronymes à 3 lettres. Et j'anime le podcast Une tasse de thé podcast. Voilà. Ok, maintenant qu'on a bien bossé, on va prendre une pause café. Hein. Alors moi, je connais une ville où on peut trouver des chouettes cafés et aussi des chouettes bières. Ah ouais, c'est vrai? Toi, tu vas beaucoup aux États-Unis, non? Alors j'ai vécu en particulier au Texas. Oui, mais alors au Texas, faut pas y aller. Par contre, Portland, ça c'est chouette. Et donc Portland a une réputation d'être complètement taré, c'est des barjots, c'est des weird. Et en plus, ils sont très fiers, ils ont même des autocollants pour coller derrière leur voiture. Keep Portland weird. Et c'est vraiment des barjots. D'ailleurs, sur les autocollants, c'est trop petit, donc sur les murs, faut le dire aussi. Ils l'écrivent partout, voilà. Et là-bas, vous pouvez croiser plein de gens normaux, quoi, des trucs communs.
Et alors aujourd'hui, attention, aujourd'hui, là tout de suite cet après-midi, 18 avril, dans les news, voilà, à Portland, voilà ce qui s'est passé. Quelqu'un a fait pipi dans le réservoir d'eau potable. Ce ne sont pas des Britanniques. Hein. Et donc ils ont dû jeter toute l'eau. Voilà, mais un énorme paquet, quoi. C'est une catastrophe. Mais bon, c'est fun. C'est Portland. Bon alors, qu'est-ce qu'ils font à Portland? Alors ils sont complètement weird et ça va du festival de bouffe tous les ans où plein de bouffe bizarre. Bio, ouais, c'est toujours bio, de toutes sortes d'art, d'architecture, etc. Ils font un peu de tout. Et apparemment, c'est contagieux. Ils sont dès qu'il y a des fous, les autres fous arrivent aussi. Voilà, c'est une ville qui est bizarre et qui attire des gens bizarres et qui font des trucs bizarres. Bah ouais, enfin je sais pas. Elle était embêtante cette photo pour Devox parce qu'on a dû ajouter un rond ici. C'est pour les enfants qui sont dans la salle. Alors, parmi ces gens bizarres, il y a Christopher Alexander. Christopher Alexander, c'est pas un Américain du tout, c'est un Autrichien, mais il a été attiré par Portland. Et c'est un type qui fait de l'architecture, de la vraie. Alors, vous avez peut-être entendu parler de lui, en tout cas, vous avez sûrement entendu parler d'un bouquin qu'il a écrit qui parle de patterns. Les patterns, ça décrit comment on conçoit des immeubles, des maisons, des pièces. Il y a tout un tas de détails selon le contexte qui vous intéresse, et ça décrit jusqu'à concevoir les poignées de porte, parce que les bonnes poignées de porte, ça permet de bien se reposer près du feu. C'est ça, c'est ce que tu Voilà. Moi, il y a un pattern que j'aime bien, c'est le coin pour lire à côté de la fenêtre. C'est un des patterns de son livre, et donc pour faire des espaces agréables. Donc ça a été super important ce travail. Ça en particulier était adopté par l'université de l'Oregon comme étant la référence pour concevoir des immeubles chez eux. Et l'université de l'Oregon, c'est à Portland, et à Portland, il y a... Déjà? Oh non. Oh putain. On a tenu 6 minutes. C'est donné. Bravo. Alors ça veut dire que tu as vraiment bien suivi ce qu'on a dit, hein. Merci. Il reste encore une boîte. Alors, qui a d'autre à Portland là? Bah, alors, à Portland... Alors, je note que c'est que les filles qui suivent. Hein. Yes. Bon, alors vous inquiétez pas, pour les autres, on en a encore un peu, mais pas pour les bingos maintenant. Mais continuez à faire les bingos, c'est marrant. Et donc, il y a un gars à Portland, il y a une société qui s'appelle Tektronix. Si vous avez été voir le hackathon, en bas, vous avez vu des oscilloscopes, des matériels de laboratoire, marqué Tektronix. Et Tektronix était un des premiers à prendre Smalltalk. Oui, c'était un des leaders de Smalltalk, et ils ont embauché des tas de gens qui ont fait plein de Smalltalk. Une des personnes les plus connues, c'est Ward Cunningham. Alors, vous avez forcément entendu parler de Ward Cunningham, et sinon, vous avez au moins entendu parler des choses qu'il a faites après. Alors, Ward Cunningham, il a plein d'idées, et puis il a entendu parler des patterns de Christopher Alexander. Pas que lui, hein. Il y a aussi son meilleur pote. Et puis, il travaillait en collègue, il avait Ken Beck, au même endroit. Et ces deux-là, quand ils discutaient ensemble et tout, je sais pas, ils étaient à Portland après tout. C'était le Dynamic Duo. Et donc tous les deux, ils sont responsables de ni plus ni moins que tout ça. Alors, ils ont popularisé les patterns comme étant, bien sûr, plus tard repris par d'autres gens comme étant des idées pour concevoir du code, mais eux, ce qui les intéressait, c'était plutôt la partie organisationnelle. Pour parler des patterns, Ward Cunningham, il a fait rien que moins que sortir le premier wiki. Ils ont aussi, toujours dans cette idée organisationnelle, sont arrivés jusqu'à l'idée d'extreme programming. Ça, c'était un peu plus Ken Beck que Ward, mais ils travaillaient tous les deux ensemble, avec d'autres personnes aussi. Et bref, ça, c'est quelque chose qui a énormément influencé le monde parce qu'ils se sont dit, tiens, si on change des petits trucs, qu'est-ce qui va changer sur le projet et qu'est-ce qui va changer dans le monde à côté? Alors, ils n'ont pas fait d'argent avec. Et à l'époque, attention, on faisait du MDA à l'époque, hein, c'était un autre état d'esprit. Hein. Alors, il y avait plein de gens dans cette boîte, la Tektronix. Voilà, certains connaissent peut-être la maîtresse du design, la reine du design, la grand-mère de Domain Driven Design, d'après Eric Evans lui-même, le grand-père étant Martin Fowler peut-être. Donc elle était aussi avec son mari qui s'occupe de ECMAScript aujourd'hui chez Mozilla. Ils étaient aussi chez Tektronix à Portland. Elle a eu énormément d'influence sur la conception orientée objet moderne. Et donc tout ça se retrouve aujourd'hui dans ce qu'on fait tous les jours, ça a changé nos vies. Et tout ça, c'est parce que ces gens-là ont osé faire n'importe quoi, d'être weird, de faire des choses bizarres. À une époque où on fait pas du tout comme ça, ils proposent des choses et ils se disent, et ils essayent, et puis ils en parlent avec enthousiasme et tout, et ça change le monde. Et ça influence les gens de Chicago qui, eux, font plein de sous avec. Voilà, par exemple. Tu penses à Oncle Bob, là, je pense. Et donc l'innovation, tout ce qui est la crésitude, la weirdness, la bizarritude, entraîne aussi, parfois, souvent c'est juste embêtant, mais parfois ça entraîne de l'innovation. Bon. Alors, c'est pas toujours pareil, finalement, ce qu'on fait? Quand même, hein, si. Alors, moi, au boulot, hein, c'est sûr que je fais pas le prochain wiki. Mais bon, parfois, on fait des trucs rigolos quand même, pour essayer de faire des choses un petit peu différentes. Ah ouais? Montre-moi ça. Alors, une des choses qu'on fait, par exemple, c'est pas du TDD.
des fois, on essaie de coder sans test. Et c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte que, d'abord, ça fait drôlement peur. Et on se retrouve à faire du code qui est un petit peu différent. D'abord, qui est conçu différemment, et puis peut-être avec... peut-être qu'on passe plus de temps à concevoir le code. Et il y a des gens qui font ça dans la vraie vie. Par exemple, dans la conception d'applications iPhone, apparemment, il n'y a pas beaucoup de support TDD. Moi, je suis pas très fort en iPhone. Et ces gens-là, pourtant, réussissent à faire des applications où il n'y a pas trop de bugs. Et comment ils font? Ils font ça parce que ça les intéresse beaucoup. En tout cas, moi, je serais vraiment pas confortable. Hein. Pas de test. En vrai, on fait c'est comme se promener tout nu à Devox, quoi. Il y a un truc que j'aime bien faire, moi, au boulot, c'est prendre les objets calisthenics. Alors, Guillaume en a parlé aujourd'hui, je crois. Donc, c'est des règles qu'on se donne et on essaye on s'impose tout ça en même temps. Tout le temps, tout ça. Object calisthenics. Donc, par exemple, pas de primitive, pas de string nu, pas de classe directe, pas de liste de strings, surtout pas. Oh mon Dieu. Un seul point par ligne, pas d'abréviation. Et, oh là là, vous imaginez, pas de getter, setter. Non, mais dans le fond, tout ça, c'est des choses qu'on nous a dit étaient bien. Mais parfois, il faut vraiment essayer de les appliquer. Alors, ce que Guillaume disait, c'est qu'il faisait des exercices là-dessus pour s'entraîner. Mais petit à petit, on arrive à faire rentrer ça dans le code de production. Moi, je fais ça tout le temps. 100%. Alors, est-ce qu'il y a des trucs encore plus forts? Ah bah oui, moi, non seulement je fais ça tout le temps, mais en plus, comme c'est trop facile, j'ajoute immutable, pas de if. D'ailleurs, si vous, comme moi, vous faites pas de if, il y a une bannière, vous pouvez mettre sur votre site la campagne anti-if. Je comprends pas, et tu fais comment s'il n'y a pas de if? Du polymorphisme, par exemple. Ouais. Ouais, des patterns partout, des patterns. Moi, j'aime les patterns, en fait, pour ceux qui me connaissent. Ou pas de nul aussi. Ah, nul, voilà, c'est mal, hein, c'est mal. Et puis, de s'amuser à faire du code le plus beau possible, ou du code qui raconte votre histoire, ou le raconter comment résoudre. Tout ça, c'est intéressant. Même une pièce de théâtre. Oh là là, oui, on verra ça plus tard. Et donc, tout ça, c'est des contraintes qu'on se donne. Et t'as d'autres contraintes, toi aussi, t'aimes bien jouer à des trucs idiots. À mes débuts, je sais pas si vous vous souvenez, mais autant jadis, en 99-2000, il n'y avait pas des chouettes IDE, comme aujourd'hui. Alors, on éditait tout sous un éditeur de texte. Et on se rend compte qu'on fait pas le même genre de code. Alors, hier, je me suis retrouvé devant le Raspberry Pi à essayer de faire du Java. J'aurais bien aimé avoir fait un peu plus avoir plus l'habitude d'éditer du code Java dans un éditeur de texte tout bête, sans outil de refactoring, parce que là, j'aurais été plus fort. Alors, ce qu'on a déjà essayé de faire aussi, c'est du pair programming à distance. Alors, pair programming, c'est bien, faut en faire. Mais pair programming à distance, c'est rigolo. Je sais pas s'il faut vraiment faire, mais c'est rigolo. Alors, et quand on fait du pair programming, on se rend compte qu'on travaille forcément sur des morceaux de code plus critiques, plus intéressantes, et puis peut-être que finalement, toute cette doc qu'on met des kilomètres, qui dure des kilomètres, dans le pair programming, c'est pas si important. Peut-être que on peut en faire moins. Ouais, bon. Et donc, en tout cas, ce qui est marrant avec tout ça, c'est qu'on on y arrive toujours, on réussit toujours l'exercice qu'on se donne. On peut se donner toutes les contraintes qu'on veut, à la fin, on y arrive. Et au passage, on apprend plein de trucs. J'ai appris plein de trucs en faisant tout ça, moi. Donc, en fait, toute cette pratique de faire des trucs bizarres, comme ça, tout le temps, essayer des trucs bizarres, en fait, c'est des prétextes à apprendre. Souvent, on peut conclure que ça marche pas, et on a appris, en fait, que ça marche pas. C'est intéressant aussi. Bon, alors, donc, on y retourne. Encore si c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, allez, encore. Alors oui, ça c'est un truc marrant, sur un projet passé, j'avais mis un plugin Eclipse qui donnait les métriques de complexité de code. Vous savez, le nombre de fois que vous mettez des ifs dans des ifs, dans des ifs, dans des ifs, et des for, tout ça. Et ce qui fait que c'est long à lire et compliqué à maintenir. Et puis c'est tout. On regardait ça de temps en temps, comme ça, c'était même pas important. Et puis au bout de 6 mois, je me suis aperçu qu'en fait, c'était devenu une compétition cachée, où chacun essayait de faire le mieux possible, le moins possible, le meilleur chiffre possible. Et le gagnant, c'était un collègue, je m'en doutais vraiment pas, il avait 1,6 en moyenne. C'est-à-dire qu'il y avait... Par exemple, sur 2 méthodes, vous en avez une qui a une seule boucle, et l'autre qui en a 2, par exemple. 1,5. Hein. On ne peut pas faire 1,5 malheureusement. Mais... Voilà, donc c'est ce genre de petits concours qui stimulent. Alors moi, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on arrête un petit peu d'embaucher des gens juste parce qu'ils savent faire du code Java comme nous, puis on les embauche, et puis ils font la même chose que nous, sans qu'on ait besoin de leur expliquer quoi que ce soit. Ce qu'on devrait essayer de faire de temps en temps, c'est recruter quelqu'un qui ne connaît pas le langage qu'on utilise, et pour voir si on arrive à lui expliquer notre code, pour voir si le code est de bonne qualité, pour voir si on est capable de transmettre les idées qu'on a dans ce code. Et c'est quoi ce magnifique langage là? Ça, c'est du SAS. C'est un langage pour les statisticiens. C'est très bien pour les statisticiens. C'est un peu particulier pour nous. Ouais. Les statisticiens, tu veux dire? Je suis sûr que c'est ta femme en fait. Pure coïncidence. Il y a un autre truc qu'on fait souvent notamment quand on fait des exercices, des dojos, c'est coder en pair programming, mais en silence. Donc, interdit de parler, vous devez communiquer que par le code. En mettant des commentaires. Non, ça c'est... Enfin, on peut faire mieux encore. Si vous nommez bien votre test, et vous le passez à votre collègue, hop, il doit tout comprendre pour pouvoir l'implémenter. Et si vous nommez bien vos méthodes, aussi, il se retrouve à l'aise et tout, on peut comme ça travailler pendant même une demi-heure. Et on apprend plein de trucs. On apprend quand même que ça va aussi mieux en parlant.
Et dans le même style, ou un peu le contraire en fait, on peut même jouer la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est super drôle en plus à jouer. Et donc c'est par exemple, vous faites un test et vous, au contraire, vous le rendez super pas clair. Et puis le partenaire ensuite, il doit l'implémenter. Mais lui, en plus, il a envie de tricher. Donc il fait return 1. Mais c'est très bien d'ailleurs. Et puis ensuite, il vous saborde tout. Et chacun va dans un comme ça. Et pareil, on apprend que c'est super intéressant parce que si on veut quand même y arriver, eh ben il faut on apprend à faire un meilleur TDD quand on fait ça. Bon, moi je fatigue un peu, là on fait une petite pause. Ouais, je crois qu'il y a une coupure pub là. C'est quoi ce truc? Ah mais c'est ça qu'il nous faut! C'est ça qu'il nous faut pour faire du pair programming. Ça a l'air vraiment bien. Hein. Ah puis en plus il y a un buzzer pour 40 heures par semaine. Si on dépasse 40 heures par semaine, ça sonne. Ouais, ça c'est bon produit ça. Hein. Ok, un autre truc que vous pouvez essayer, c'est le mutation testing. Si vous avez vu la présentation hier sur Pit, c'est un outil qui vous permet de faire muter votre code et de relancer les tests pour voir si les tests pètent ou pas. Si les tests pètent pas, bah c'est que votre couverture de test n'est pas bonne. Ce que vous devriez essayer de faire aussi, au moins une fois dans votre vie, c'est vous faire embaucher par une startup qui prend des risques, pas une startup trop classique. Moi je l'ai fait 2 fois, super. Hein. Et à chaque fois, Godil, j'ai appris que avec une équipe de 5 personnes motivées, plutôt compétentes, tous les problèmes techniques finalement sont résolus parce qu'on a vraiment envie de les résoudre, même si on n'était pas forcément fort en administration système ou en traitement de données à plus ou moins en temps réel, bah on y est arrivé quand même. Alors, bien souvent, ça finit mal, mais c'est pas grave. Alors, par exemple, en fait, donc le critère, en gros, prendre un risque ici, c'est si vous avez une société vous tente, une jolie start-up là vous tente, ils font des choses super super cool. Si votre famille et vos amis vous disent, il faut pas y aller, c'est trop dangereux, tu vas te retrouver au chômage rapidement, ils peuvent fermer n'importe quand. Un indice apparaît sur votre écran. Il faut y aller. Donc, dans le même ordre d'idée, si vous faites de la faute tolérance, ou vous avez fait un super système, vous l'avez vraiment bien fait de faute tolérance, de résilience à la panne et tout. Faut jamais y toucher. Si vous êtes vraiment sûr de vous, eh ben allez dans le data center et retirez une prise au hasard. Là, chez Netflix, ils l'ont fait. Vous connaissez tous le Chaos Monkey de Netflix. Et maintenant, ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils débranchent des racks entiers. En fait, c'est logique, hein, ils les font kill. Et maintenant, ils sont même tellement sûrs d'eux qu'ils vont même jusque de temps en temps à tuer des data centers entiers. Et juste pour vérifier que même pas mal. Pour tuer les racks, j'avais une autre idée de nom de produit. Bon alors tout ça, il n'y a pas non plus que le software. Oui, non, vous n'êtes pas obligé de faire que du soft. Et ce qui serait bien, c'est de regarder des choses un petit peu à côté, comme l'électronique. Alors si vous avez un peu peur de l'électronique... Ça brûle, ça, il faut souder, tout ça. Alors, vous pouvez essayer Mickey Mickey, là, faut rien souder du tout. Faut prendre des petits fils et faut les mettre, c'est tout. Faut même prendre des pinces croco et vous voyez, un enfant de 4 ans s'en sort. Alors là, ce que vous avez, c'est des oranges qui sont branchées sur des flèches ici, qui représentent exactement les flèches de votre clavier. C'est pas évident, non? C'est évident, oui, parce que... Donc, tu veux dire qu'en gros, quand on appuie sur une orange, ça fait la flèche gauche, par exemple? Exactement. Et donc, ma fille de 4 ans, qui n'a jamais vraiment tapé sur un clavier avant, sauf comme une grosse brute, elle arrive à manipuler un truc sur l'écran. Bah, pour elle, c'est magique. Et pour vous, c'est pas trop compliqué. Magnifique UX. Bah, l'Arduino, moi, j'en fais un peu aussi, d'ailleurs. Et donc j'ai fait, par exemple, une guitare à base de lumière. Oh, ça fait longtemps, hein. Vous appréciez le sens du rythme, hein. Jean-Michel Jarre, sort de ce corps. Bon, d'accord, je sors. Encore un peu, hein. Vous pouvez retrouver la vidéo complète sur mon Vimeo. Hein. Bon, allez, c'est bon. Alors, si donc vous avez fait des choses qui sont un petit peu en dehors de l'ordinaire, eh ben, il faut en parler autour de vous. Il ne faut pas les garder pour vous. Et pour en parler autour de vous, vous pouvez faire des Lightning Talk. Alors, les Lightning Talk, vous connaissez, c'est exactement comme le Cookie à Devox, ça dure entre 5 et 15 minutes. C'est pas long. C'est pas long pour vous, c'est pas long pour les gens qui regardent. Si c'est naze, c'est pas grave. Ils attendent 5 minutes, il y en a une autre. Et après, ça peut devenir des BBL. Pour les BBL, bip bip. Wow. Ouais, super. Donc là, vous avez par exemple un super BBL en .NET. Parce que oui, ça peut être bien aussi en .NET. Et là, on a notre ami Rui, reconnaissable à sa silhouette, reconnaissable entre 1000, avec magnifique barbiche, by the way, spécial dédicace. Et donc après, vous pouvez aussi aller dans des grosses conférences, comme Romain. Romain, coucou. Mais par pitié, si vous faites des conférences, faites pas des conférences sur des sujets trop bateaux et des conférences ennuyeuses. Faites comme notre ami Brian Marick. Alors Brian Marick, il a fait une keynote à XP 2011 et dans cette keynote, il expliquait des tas de choses sur l'avenir de l'AGT.
Et à un moment, il a dit, bah, on va faire un petit peu une introduction au tango. Léger froid dans la salle. Tu veux dire que là, c'est des geeks qui sont en train de se toucher? Donc l'idée, c'était de démontrer comment on pouvait comprendre des directions sans se parler, sans donner de process, simplement avec des mouvements très simples. C'est rigolo quand même. Waouh. Et si on essayait là, du fromage. Touchez votre voisin ou votre voisine. Allez. Ah, j'en vois que 2 qui osent. Hein. Oh là 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 là. Ouais, on vient voir une conférence sur le truc extrême et tout, puis nous, on reste sur notre siège et on touche pas le voisin. Allez, bon, c'est bon, on passe. Ok. Bon, on s'est bien marré avec tout ça encore. Bon, il n'y a que dans l'informatique qu'on rigole comme ça? Ah non, pas du tout. En fait, je traîne pas mal depuis des années avec des designers qui font des objets, qui font des meubles, des objets, des créations bizarres, avec toutes sortes de créatifs, comme des architectes qui construisent des bâtiments, pas des architectes, pas les faux comme dans les entreprises de software. Des metteurs en scène, tous ces métiers un petit peu de saltimbanque, vous voyez. Et donc, par exemple, je vais beaucoup dans des expositions, dans des conférences. C'est pas des conférences, justement, c'est des expositions. Et eux, ils communiquent pas comme nous. Ils communiquent avec des installations. Alors là, par exemple, vous avez un exemple d'installation à la Biennale de Venise, il y a 4-5 ans. Et donc, l'architecte, là, il a expliqué son point de vue. Il a dit, par exemple, donc c'est plein de climatiseurs au plafond, là, autour d'un espace avec plein de clim au plafond, puis un peu de lumière et des enceintes aussi. Et là, il est en train de... Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Il est en train de nous dire qu'en fait, d'habitude, on met des murs pour fermer un espace, mais qu'on peut aussi... Un espace, pour lui, en fait, c'est un endroit où on contrôle la température, on contrôle la lumière et on contrôle le son. On contrôle l'ambiance, quoi. Et donc, il nous propose une façon bizarre de le faire. Alors, bien sûr, on n'imagine pas qu'il va faire ça vraiment pour un client un jour, mais il avait un message, il voulait faire comprendre. Et en fait, quand on lit bien le texte, j'ai bien relu le texte pour cette conférence, et c'était pas du tout ça qu'il fallait comprendre, mais c'est pas grave, et c'était quand même super intéressant. Et puis dans la même conférence, il y avait un autre qui avait parlé d'internet des objets, des maisons connectées, et là c'était une installation plus poétique avec des objets transparents, lumineux, avec des vrais fils, qui vibraient, qui clignotaient, etc., avec des fils partout et tout. Et quelque part, ça met une image sur un truc qui se voit pas. C'est sympa aussi. C'est comme ça qu'ils se parlent entre eux, ces gens. Et à la Biennale de Design de Saint-Étienne, donc plus proche de chez nous, les designers aussi font des trucs, comment vous dire. Là, ça, c'est une chaise ou un meuble à tiroir, je sais pas, on peut s'asseoir dessus, pas sûr. Et ça, indispensable chez vous, un aspirateur qui n'aspire pas, mais qui fait effet disco. C'est un peu bizarre quand même tout ça. Hein. Indispensable à avoir absolument. Mais tout ça, donc, c'est bizarre et ça nous rapproche de l'art. L'art, donc, quand on pense à l'art, on pense à des choses... Traditionnellement, l'art n'était pas si n'importe quoi, un peu quand même. classique. C'était, par exemple, Michel-Ange, etc. Ou ça... Enfin... Excusez-moi, j'ai pas pu me retenir. Alors, heureusement, il n'y a pas que l'art McDonald's. Il y a le vrai art moderne. John Cage faisait partie, parce qu'il est décédé depuis une vingtaine d'années, de ces artistes modernes. C'est un compositeur qui composait parfois sur scène, en live, ce qui était assez rare quand même, et qui essayait aussi de composer avec des choses aléatoires, des bases aléatoires pour faire de la musique. Et il a fait des trucs encore plus fous, et pour lesquels on a un enregistrement. Tu nous montres un peu? Je vous demande un peu de concentration. Donc là, il va commencer à jouer. Comment dire en fait, ça dure comme ça pendant 4 minutes 33. Donc, tu veux dire qu'il joue jamais, en fait? Il commence jamais à toucher les touches? Il ne touche jamais les touches, mais c'est comme un enregistrement parce qu'il y a les mouvements du musicien, il y a les gens dans la salle qui ne peuvent pas s'empêcher de bouger ou de tousser. Et en fait, il y a vraiment eu des concerts de ça et des diffusions à la radio. Wow. Il y a même eu une campagne il y a 2 ans, je crois, pour rendre ce morceau comme étant le morceau le plus populaire pour Noël, donc pour devenir l'hymne officiel de Noël. Je crois que c'était en 2011. Je crois que c'est une excellente idée. C'est une excellente idée en famille. Bref, quelqu'un qui compose par soustraction. Alors dans le genre j'aime bien Yves Klein, un peintre. Là, il est dans le domaine de la peinture. Donc ce monsieur, il vivait en France. Et donc il avait une passion pour la peinture bleue. Je pense que vous connaissez. Hein. D'ailleurs, dédicace à Antonio, qui aime bien un peintre qui s'appelle Soulage, qui a une passion pour la peinture noire, mais qui est plus récent. Mais donc là, il avait une passion pour la peinture bleue. Et donc, il fait des tableaux d'une seule couleur, tout en bleu. Il avait breveté son bleu, d'ailleurs, il a fait lui-même son bleu. Et il faisait des expos entières juste avec une seule couleur, que du bleu, des tableaux bleus. Et puis, il a aussi fait de la musique, justement, un petit peu comme ton John Cage, là. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est un concert qu'il appelle le monotone. Une seule note, pendant 5 minutes, avec des violons.
D'ailleurs, c'est long parce qu'au violon, il faut en rajouter des couches. Pour faire 5 minutes, il faut sans arrêt, il faut bouger les fêtes, il faut travailler. Et puis pendant ce temps-là, il y a une femme nue qui se roule dans la peinture bleue. Parce qu'il avait aussi une obsession pour les femmes nues qui se roulent dans la peinture. Bon, voilà quoi. Et donc ce monsieur, il est vraiment très très fort. Il a tout inventé avant l'heure. Il a par exemple, dans une exposition où il avait une place réservée pour faire son œuvre, pour présenter son tableau, il est venu avec rien. Il a traversé l'espace le jour du vernissage, puis il est parti, et puis il s'est fait payer un lingot d'or. Et il a dit, ma performance, c'était mon passage, c'était ma présence passée. Faut vraiment du culot. Hein. Et donc, votre première réaction quand vous pensez à ça... Mais en même temps, après ça, l'art n'est plus pareil. On voit plus l'art de la même façon. Pour toujours. L'art est mort et on part sur autre chose. En fait, ce qui est sympa avec ces artistes, c'est qu'on les imagine bien devant une espèce de paroi ou peut-être un tissu, et ils mettent le doigt et ils regardent si ça bouge quand ils avancent avec le doigt. Ah ouais, un peu comme les bébés qui vont avec les prises, puis qui se regardent en fait, et tout. Puis est-ce que je peux je vais encore un peu plus. L'expression anglaise marche mieux, test de limite. Je trouve qu'en français, dépasser les limites, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt on essaye et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais même si ça marche pas, on apprend des choses. Mais donc il s'agit bien de parler là, de prendre une culture et puis de la foutre en l'air, quoi, de hacker la culture. Bon et donc, chez nous, est-ce qu'il y a des gens qui en font? Tu veux dire en développement logiciel? Moi, je crois que tu connais des vrais artistes. Oh ben si, il y en a aussi. Alors il y en a qui font pas exprès. Par exemple, ils écrivent ce genre de code. Donc c'est un if bombing, un if attack. Mais il y en a eu vraiment un cas au bureau il y a 3 mois. C'était un parsing de colonnes Excel pour transformer les A6 en 6, par exemple. Et c'était comme ça. Et alors, il allait que jusqu'à AA, je crois, parce qu'en fait, après, il en a eu marre. Et c'est magnifique. Bon, c'est de l'art. On peut dire que c'est de l'art. C'est de l'art, bien sûr. Il y en a d'autres qui sont aussi des artistes à leur façon, dans le mauvais goût. J'avais censuré ça, moi. Bon, ok. Il voulait pas la mettre. Ouais, ça, c'est ma faute. Bon, dans le genre peut-être un peu moins artistique, mais intéressant aussi, j'ai des collègues qui se sont battus sur les claviers. Quel est le meilleur clavier? Alors, j'ai des collègues qui ont acheté des claviers qui font vachement de bruit, vous savez, avec le clavier IBM. Après, il y a eu les claviers Bepo. Après, il y a eu les claviers en grille parfaite et non pas un petit peu décalé sur nos claviers. Et enfin, celui qui a gagné, c'est mon collègue Diego, qui a trouvé un clavier sans label. C'est un vrai clavier, hein, ça s'achète vraiment. Donc, bien sûr, pour apprendre à taper sans regarder les touches. Ça marchait... C'est intéressant. Source d'idées, XKCD, si vous ne connaissez pas la BD XKCD, c'est absolument indispensable. Le gars a toujours des tas d'idées délirantes, et ce qu'il a proposé, et évidemment ça a été implémenté dans les 24 heures, c'est un shopbot qui, aléatoirement, tous les mois, alors vous lui donnez un budget, il va dépenser $10 dans n'importe quoi, et tous les mois vous allez recevoir un cadeau. Tu veux dire qu'il... Surprise! Il achète au hasard sur Internet? C'est ça, il achète au hasard sur Internet. Alors là, pour le coup, il y a un petit côté artistique quand même, c'est... Magnifique string pour... Alors, si vous n'avez pas d'autres idées, vous pouvez essayer de connecter les chatbots. Les chatbots, c'est le machin qui vous parle sur Internet, là, et qui font semblant d'être des vrais. On va voir ce que ça donne. So you are a robot? No, my name is Cliverbert. Yes, you are a robot and your name is Cliverbert. I am a robot. Yes, I know. Together we are robots. I'm not a robot. I'm a unicorn. Yeah! Ça sert à rien. Mais c'est rigolo. Ah ouais, ouais. Enfin, en tout cas, tout de suite, on voit pas à quoi ça peut servir. Donc, dans une conférence aussi, il y a les idées radicales, elles viennent aussi de gens toujours très jeunes, de jeunes gens comme eux, par exemple. Donc, il y en a un qui a 60 ans, plus ou moins, ils sont chacun 60 ans, plus ou moins pas grand-chose. Et ce messieurs, donc Fred et Woody, donc l'année dernière, je les ai découverts en Suède, et j'avais tweeté justement que ces deux messieurs, à eux seuls, ils avaient inventé 4 idées radicales. Les 4 idées les plus radicales de la conférence, c'était eux. Donc, par exemple, Fred George, donc il a introduit cette idée de programmeur anarchie, l'anarchie des programmeurs. Et donc il racontait, on a fait l'expérience de dégager les managers, et ça marchait toujours bien. On a dégagé les billets, ça marchait toujours bien. On a dégagé les billets, les managers billets, ça marchait toujours. Les managers de dev, on a dégagé, ça marchait toujours. À la fin, il ne reste plus qu'un client et un programmeur, et ça marche nickel. Donc c'est intéressant comme idée. Et donc programmeur anarchie. Et puis de l'autre, donc Monsieur Woody, entre autres, il a proposé le mob programming. Donc en fait,
Mob programming, donc c'est toute l'équipe ensemble tout le temps sur une seule machine avec un écran au mur qui travaille. Donc ils prennent une seule story à la fois et ils la font tous ensemble. Ils sont 6. Ils sont 6 et puis donc vous pouvez retrouver sur leur site web mobprogramming.com ou .org. Vous pouvez retrouver donc une timelapse d'une journée entière, comment ça se passe. Et tu voyais des fois qu'il y en a qui relaxent effectivement. Et donc leur devise c'est l'équipe à fond, tous ensemble mais tout à fond. Alors pour la petite histoire, comment ils ont trouvé ça? Ils ont trouvé que c'était bien de faire un dojo ensemble, puis ensuite ils ont pris une fois un truc dur à faire ensemble, puis ils ont trouvé que c'était bien, et dans les rétros ils disaient bon on va continuer, et puis encore un peu plus, et puis finalement ils se retrouvent à faire ça tout le temps, et ils se rendent compte que en fait ils font beaucoup plus de boulot qu'avant. Alors il y a plein de choses à dire en plus, hein, mais c'est super intéressant. Alors il y a un autre type que j'aime bien dans la communauté informatique, même si il s'en est un peu retiré récemment, c'est quelqu'un qui s'appelle Why the Lucky Steve. C'est un peu particulier. Alors c'est quelqu'un qui est très aimé dans la communauté Ruby parce que d'abord il a sorti plein de librairies assez utiles et puis parce qu'il a fait un bouquin pour apprendre le Ruby avec des jolis dessins, avec des lapins et des renards. Bon, c'était des lapins et des renards un peu dépressifs quand même pour connaître, mais c'est quelque chose qui a fait date. Ce qu'il a aussi sorti, c'est Hackety Hack, qui est un site web d'initiation plutôt pour les jeunes, on va dire, au langage Ruby. Ça va créer du Ruby, ça interprète directement et vous voyez le résultat. Des choses qui nous ont donné ce qu'on voit de nos jours, Codecademy ou d'autres sites pour apprendre à programmer Ruby. Mais le seul truc, c'est que... alors attends, ça va un peu vite, mais c'est comme un vrai artiste, quelque part, il a explosé en vol il y a 2 ans, il s'est retiré complètement de la vie publique, il a supprimé la totalité de ses sites web, de son code source. Tu veux dire qu'il a fait la circulation. Il a fait une sorte de suicide culturel? Un suicide sur Internet, oui, exactement. Wow. Et après, il y en a qui ont cherché partout, qui ont retrouvé toutes les traces et qui ont reconstitué tout. Alors, comme c'était sur Git, ça peut être récupéré, les sites sont revenus, et là, on s'est rendu compte que c'est un type qui avait plein d'idées, et en fait, qui n'était pas forcément si fort que ça en programmation, et pas besoin d'être une grosse brute de programmation. Alors, un dernier exemple d'influence qu'il a eu, ça, c'est un jeu qui consiste à se promener, donc là, tu pètes la gueule à chaque fois, c'est ça, hein? Le problème, c'est qu'on va arriver à la porte de sortie qui est là-bas. Alors, comme on n'a pas assez de boîtes, on peut hacker le code HTML. D'abord, là, je fais une démonstration, on change le texte, là, mais après, on peut rajouter des boîtes. Regardez, hop. Ah, tu veux dire que là, tu es en train d'ajouter des divs HTML qu'on voit ici? Une boîte et encore une 4e boîte. C'est quand même futé comme jeu, non? Et puis bon, ça c'est orienté pour les jeunes pour s'initier donc à la programmation, en tout cas pour démythifier ce qu'il y a dans les pages HTML. Et maintenant, tu as un magnifique escalier qui t'amène directement avec un chat à la victoire. Et en plus, c'est mignon quand même, puis il y a des chats. Tout le monde aime les chats. Bon. Ok. On fait des vraies choses là maintenant. Alors on va passer il y a des choses intéressantes aussi dans ce que les gens un peu bizarres font dans notre langage. On a vu au début donc un super langage qui s'appelait Brainfuck, et en fait le danseur il a choisi ce langage parce qu'il a un nombre extrêmement limité d'instructions, il n'y en a que 8. Et donc c'est Turing Complete, c'est un vrai langage, il n'y a que 8 instructions, mais attention, ça pique un peu les yeux. Donc, elles sont ici, les instructions, et elles sont leur équivalent en C à côté. Donc vous pouvez incrémenter, décrémenter des valeurs, normal. Incrémenter, décrémenter des pointeurs, un petit peu d'entrée, un petit peu de sortie, une seule fonction pour chaque. Un moyen de faire des boucles et des branchements, tout intégré, et c'est tout. Là, vous êtes tout seul avec ça. Et donc, moi, mon penchant Craftman, mon fond Craftman, quand il voit ça, il est forcément très allergique. Mais en fait, ce que ça me montre, c'est génial, en fait. Ce langage est un excellent exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et pour moi, ça me dit que la lisibilité du code, ça compte. C'est ça, il a vraiment un message, ce langage. Bon, alors toi, tu me sors un langage avec 8 caractères. Moi, je vais faire mieux, je vais en sortir avec 3 caractères. Qui sont là. Tu veux dire que là, il y a un programme? Là, il y a un grand programme, oui, c'est Hello World. C'est pas évident. Je t'explique. Regarde, là tu as un espace, puis après tu as un tab. Par là? Tu as un autre tab. Bon, mets-moi de la coloration syntaxique. Là, d'accord. Voilà. Donc, en rouge, vous avez les espaces, en bleu, les tabs, et vous avez des retours chariots à la fin, 3 caractères. Tout le reste, c'est des commentaires qui sont complètement ignorés. Et avec ça, vous pouvez vraiment faire Hello World, vous pouvez faire plein de choses. C'est un langage idéal pour quand on est un espion et qu'on veut faire passer des langages secrets. Ah ouais. C'est aussi un langage qui a comme particularité de pouvoir être mélangé avec un autre langage. Vous pouvez tout à fait faire du code en C ici, puisque le C va ignorer les espaces. Futé quand même. Sauf si vous faites du Python, là ça marche pas. Comme ça, on économise de la place. Voilà. Et puis bien sûr, c'est aussi ça donne un bon exemple de l'ultérate programming, cher à notre ami Donald Knuth, puisque vous pouvez mettre tout le texte que vous voulez à l'intérieur, comme on le voit là-haut. Donc, ouais, on peut mélanger ce que ça fait, on a les commentaires et tout, c'est pratique. commentaires. C'est super pratique.
Et un autre langage que j'aime bien, qu'on aime bien tous les deux, c'est Shakespeare. C'est un langage où on n'écrit que des vers tirés qui pourraient venir de vers de Shakespeare. Donc, ça se lit comme ça, c'est un peu long, hein, c'est du Shakespeare. Et puis, donc ça, en fait, ici, c'est quoi? C'est un calcul. Là, effectivement, c'est un calcul. Ça se base principalement sur les noms communs. Si les noms communs sont positifs, ils ont pour valeur 1. S'ils sont plutôt à connotation négative, donc là, positif, un poney c'est positif. Ah, bien sûr. Hound, ça veut dire chien. Les chiens, c'est positif. Ah, bah, évidemment. Ouais. Et codpiece, ça veut dire, en gros, sale morceau de morue. Ça, c'est négatif. Et okay. Donc, vous êtes d'accord, là, vous avez des plus 1 et des moins 1. Et vous pouvez les augmenter avec des adjectifs. D'accord. Voilà. À chaque adjectif, ça fait x2. Tout le monde suit, hein. Donc, là, on a Little Pony 2 x 1. Big Hairy Hound, donc gros chien poilu, ça fait 2 x 2 x 1. Ouais. Et ensuite, Sorry Little Codpiece, 2 x 2 x moins 1. Et tout le calcul, l'idée c'est de calculer la différence entre le carré de la différence entre 2 x 1 moins 2 x... Enfin, bon, un truc comme ça, ouais. Enfin, c'est très concis, quoi. C'est pratique. Et donc, vous avez tous calculé de tête. Enfin, moi, j'ai un super cerveau, ça fait 60. C'est fabuleux. Tout ça pour faire 60. C'est vraiment... Et c'est un langage extrêmement riche parce qu'on se retrouve à décrire des actes dans lesquels il y a des scènes, dans lesquelles entrent des personnages voilà. qui se font insulter par d'autres personnages, ce qui permet d'avoir des sorties. Et donc, en fait, c'est verbeux. Mais bon, et donc, vous disiez que Java, c'était verbeux aussi? Il y a un autre langage qui est sympathique, c'est unnecessary. Celui-là, il me fait réfléchir. Un langage qui n'a qu'un seul programme possible, il ne fait rien, il fait no hop. Et par contre, il fait une erreur fatale de compilation s'il y a un fichier qui termine en .unnecessary, point U2N. Donc, si vous voulez écrire un compilateur de ça, c'est très facile. Vous vérifiez d'abord qu'il n'y a pas de fichier en point d'extension UNN, et après vous générez un programme vers un binaire cible qui fait rien. Donc c'est extrêmement portable. Le source est extrêmement concis. Il prend moins d'1 bit à stocker. Toi, t'aimes bien les queens, t'aimes bien les programmes qui s'affichent eux-mêmes. C'est les programmes qui sont capables de se régénérer eux-mêmes. Tous les programmes sont des queens. Il y a plein d'avantages. C'est la compression de transfert, tout ça. Enfin, voilà. Mais ce langage, moi, je le trouve marrant parce qu'il me fait. Si je prends un peu de recul et je me dis bon, ok, c'est n'importe quoi, mais si ça nous disait quelque chose, il me dit clairement que ça nous suggère qu'on peut recoder pas seulement en ajoutant des choses, mais aussi en retirant des choses. Coder en retirant. Et pourquoi pas? Quelque part, si on revient il y a plein de frameworks qui travaillent comme ça. Et les Java EE, au départ, c'était aussi ça. On avait les serveurs d'application, ils nous amenaient 1000 trucs et on devait dire je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. C'est un peu, on programme par différence. Alors un vrai langage professionnel, pour une fois, mais qui fait comme des trucs rigolos, c'est Fortress. Alors Fortress, c'est un langage qui est fortement parallélisé. Ça a été vraiment payé par l'armée américaine auprès de Sun, ce truc-là. Donc il y a vraiment eu du vrai développement. Guy Pierce, je crois, pas Guy Pierce. Guy Steele, pardon, travaillé dessus. Et donc là, à chaque itération de la boucle, eh ben, ça spawn un process, ou un thread, je ne sais pas précisément. Donc là, par défaut, tout est parallélisé. Bon, ça c'est encore, on va dire, complètement normal. Mais ce qu'ils ont aussi pensé à faire, c'est générer des fichiers LaTeX à partir de ce code source, et les fichiers LaTeX peuvent être transformés en des jolis fichiers PDF comme ça. C'est super mignon. Et donc les WR64 devient un AR barré mathématique. Les A crochet K qu'on avait ici, le tableau A d'indice K, devient un A sous-script K. Comme en mathématiques, parce que mathématiques c'est le langage universel. Et au début de l'informatique, figurez-vous que l'obsession, c'était réussir à coder directement en langage mathématique, parce que là, tout le monde comprend, donc c'est facile. Ok. Alors, il y a d'autres langages qui n'existent pas vraiment, mais qu'on peut faire comme s'ils existaient, et c'est super aussi. Babbage, moi je l'aime bien, c'est une grosse blague, paru en 1981 dans Datamation par Tony Karp. Et donc, vous savez que pour faire un système, bien designé, il y a deux façons, pardon. C'est ou bien vous le faites tellement simple que c'est évident qu'il n'y a pas de défaut, ou bien vous le faites tellement compliqué qu'il n'y a aucun défaut évident. Babbage, ils ont choisi la troisième voie, c'est il y a des défauts et ils sont évidents. Et donc, c'est un langage qui est même pas déterministe. Alors voilà, à quoi ça ressemble? Par exemple, le if devient un what if. Et donc le compilateur, il branche s'il veut. Il attend même pas de tester ce qui suit, quoi. Alors il y a des trucs intéressants comme la menace conditionnelle. C'est affecte-moi cette variable à 2, sinon tu vas voir. Ça va déprimer un peu le CPU, je pense. Justement, alors ensuite c'est ça, c'est intéressant parce qu'il y a might do. Donc c'est le compilateur, il va faire s'il se sent bien, s'il se sent joyeux. Et par contre, s'il est un peu déprimé, ou si vous l'avez vexé avant avec des menaces, par exemple, non, il va pas faire.
Alors j'aime bien aussi le just in case. Par exemple, vous faites des divisions, des calculs et tout avec des entiers, puis des fois vous divisez par 0. Donc là, par exemple, vous pouvez multiplier par 0 just in case, et pour compenser le fait d'avoir divisé par 0 par hasard, par accident avant. En soi, si on y réfléchit, c'est vraiment génial. Ça peut donner... Et j'aime bien ça aussi, le worst case, il fait toujours le pire. Voilà. Alors ça, c'est complètement inutile ce que tu viens de nous dire. Bah oui, c'est marrant, mais il n'y a pas très longtemps, Michael Fizer, il a tweeté à propos d'un langage qui s'appelle Venture. Donc là, on avait un langage déterministe qui ne sert à rien, babage. Et en fait, là, on a un langage qui sert à quelque chose et qui est aussi non déterministe. Vous faites une fonction, vous ne savez pas si elle est appelée ou pas. Parce que, en fait, vous faites confiance au framework, enfin au langage, à l'infra du langage, pour utiliser des distributions de probabilité pour vous appeler parfois et parfois non. Et c'est très très utile pour faire des calculs stochastiques ou des Monte Carlo, comme on fait dans les calculs de risque dans les banques. Ça vous permet d'écrire des programmes extrêmement courts, puisque toute la plomberie de la distribution, de l'aléatoire, de la stochastique, elle est sortie dans le langage. Donc ça ressemble à du Lisp, en plus, c'est une sorte de Lisp. Donc c'est marrant parce qu'on voit une sorte de convergence entre des gros trucs débiles et des trucs super utiles, mais qui reprennent les mêmes idées, et tous les deux non déterministes. Moi, si vous me dites un langage non déterministe, je me dis, bah, c'est pas fait pour moi, c'est sûr. Donc en fait, on voit aussi que parfois, il n'y a pas besoin de savoir implémenter un langage pour le proposer. Parce que peut-être ça peut donner envie à d'autres qui savent le faire, par contre, mais qui n'ont pas d'idée de le faire. NatPrice s'en prive pas. Un langage, par exemple, Madeleine. Bon, avec tous ces langages, ça nous rend des problèmes très visibles. Ah bah oui, quand on voit Brainfuck, on voit bien que ça met en évidence un problème de lecture de code, de facilité à lire le code. Donc en fait, des idées un peu abstraites, des idées difficiles à exprimer, un langage ésotérique, ça peut être une façon de les rendre plus faciles à sentir, et donc à rendre visibles des choses difficiles à montrer. Et en parlant de visualisation... Oui, alors il y a d'autres techniques pour rendre visibles des choses intéressantes. Ce qu'a proposé notre ami Ward Cunningham... C'est le mémoire de... C'est une présentation qu'il a faite dans une conférence, je crois, et ce qu'il proposait, c'était de représenter des classes simplement par la ponctuation. Donc il retire tous les espaces. Ça vient du Java, là. C'est du Java où on a retiré tous les caractères. Ça, c'est les paquets Java. Et ce que vous pouvez voir, c'est que si vous avez à choisir quelle classe maintenir, vous avez plutôt intérêt à taper sur les classes là-haut, genre component peer. C'est long, mais ça a l'air facile. Par contre, la classe pageFormat, bonjour. Celle-ci, ouais, moyen, quoi. Il y a plein de trucs à l'intérieur. C'est velu. Il y a des tas de sous-blocs et c'est pas très joli. Et il a réussi à représenter ça en une C'est très poilu. Donc ça, c'est un exemple de rendre très compact, très visible des choses compliquées. Alors, t'avais trouvé d'autres trucs encore? Alors, il y a des tas de gens qui ont des idées marrantes, en fait, quand on creuse un peu. Comme les algos de tri? Les algos de tri, ça, c'est très rigolo. Ah, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Non, non, non. Tu vas peut-être mieux aimer après ça. Oh là là! Ils sont en train de danser l'algo, là? Exactement. Donc là, on voit bien que les deux éléments sont pas ordonnés de la bonne façon. Ah là, ils ont presque fini. En fait, ils sont tous dans l'ordre. Attention, ils vont swapper! Waouh! Sur l'air, comment dire... sur un air folklorique tchèque. Et voilà. Tiens, on est replacé. Je trouve quand même qu'ils mettaient un peu d'entourlourd là, c'est gaspiller des cycles là quand même. Alors, le seul truc que je regarde avec ça, c'est que même si on voit bien le déplacement des éléments par la danse, le son représente rien du tout. Ah ouais. C'est vrai que alors les algos de tri, comment ça sonne? Ça serait une bonne question ça. Alors il y a des petits malins qui l'ont fait et donc vous avez peut-être aperçu ça récemment, il y a quelques mois. Les algos de tri expliqués avec des images et des sons. Bientôt trié. Yes. Yeah. Alors les chaînes sort, ça peut être rapide par contre. Il y a du mal. Moi j'ai jamais aimé les algos de tri, mais là d'un coup je comprends, c'est vraiment mieux là. Bon mais ça doit être fait par des mecs super balèzes. Nous on pourrait jamais faire des choses comme ça dans notre code. Encore un peu, ouais. Oui, c'est super balèze, ouais. Et puis encore un petit. J'ai envie de faire un petit quicksort. Un petit quicksort, allez hop, un petit quicksort. Ouais. Ah oui. Donc là tu m'expliques parce que. Oui, là on voit bien que dans quicksort il choisit un pivot, alors plus ou moins aléatoire, et après il choisit d'autres pivots dans chaque catégorie, enfin dans chaque sous-partie, et ensuite il les trie entre elles. Puis après il recommence ça ici. Hop hop hop. Waouh. On sent que ça va vite, hein. Juste en écoutant. Non mais c'est vrai. Tout ça, ça nous donne des idées. Et alors, on s'est dit, il y a un jeu de Fizzbuzz qu'on fait souvent dans les... Qui fait des dojos, qui fait des katas parmi vous là? Ah ouais, bien. Et donc, vous connaissez tous Fizzbuzz. C'est un jeu à boire, hein, c'est ça? C'est un jeu pour... Mais non, c'est pour les enfants. Ah ouais? Ah, d'accord. Et donc, vous connaissez le principe, on fait 1, 2, Fizz, 4, 6, 7, 8, voilà.
Oui, 9 ou ça peut être un truc comme ça, voilà. Et donc, je me suis posé la question, comment ça sonne, ça aussi, Fizzbuzz? Est-ce qu'on pourrait pas sentir comment ça revient, les rythmes des 3 et des 5, là, des fizz et des buzz et tout? Et donc, en fait, il s'avère que, donc j'ai fait, on l'a fait rapidement en Java. Donc on entend le passage des nombres, de 1 à 100. Ça groove un peu, en fait. Entre parenthèses, après avoir fait tout ça, on s'est aperçu que la réponse était simple. En fait, le rythme, c'est rythmique, effectivement, tous les 3 et tous les 5. Bon, enfin, bref, ça c'est pour montrer quelque chose qu'on a quand même vraiment fait nous-mêmes. Vous n'êtes pas obligé d'être des champions de la programmation pour faire des trucs rigolos. Vous pouvez y arriver, des gens normaux peuvent y arriver. Et donc tout ça, ça nous amène à cette idée qu'en fait, les idées, pour que la conférence s'arrête, mais faire des trucs débiles, ça continue. Et donc, pour continuer, on a mis en place un petit site Twitter. Donc, on vous encourage à vous inscrire, et tous les jours, vous recevrez des idées de trucs débiles à faire dans votre boulot. Pendant juste une pause déjeuner, donc pas sans trop de danger, sans que personne le sache, quoi, hein, ou pendant un dojo. Ou si vous êtes vraiment casse-cou, pendant une itération entière, pour voir, et si on arrêtait d'écrire des logs pendant une itération entière, ou pas de nul, ou introduire une journée sans pantalon une fois par semaine, ou un truc comme ça. Et donc, si vous avez des idées aussi de trucs weird à faire, n'hésitez pas à les soumettre aussi sur ce compte, qui donc se retrouve, et c'est Weird Dev. Donc aujourd'hui, il est tout vide, et on le lance tout de suite, pour que vous puissiez en profiter. Voilà, on a fini. On n'a pas de conclusion. Bon, et maintenant, donc, il reste des cookies, en fait. Il n'y a pas eu beaucoup de bingo, là. Et puis, il y a eu d'autres bingo. Si, c'est fini. Okay. Bon. Donc, maintenant, il reste des cookies. Et donc, quand vous sortez... sinon, vous pouvez poser des questions. Mais on n'a pas tellement de réponses. Donc, Alors, des questions sur quoi? Bravo, les gars.